Bonsoir. Nous sommes le 5 mai 2020. Vous avez peut-être entendu parler de la 5G, qui signifie sans fil cellulaire de 5e génération. En février 2019, lors d'une audience au Sénat américain, l'industrie du 5G a été forcée d'admettre qu'elle n'avait aucune étude concernant la sécurité de la 5G et elle n'envisageait pas d'en faire. De l'autre côté, pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont fait des études, des centaines d'études indépendantes qui concluent que le rayonnement sans fil cause des dommages biologiques. Malgré ça, l'industrie continue, avec le gouvernement américain, le gouvernement canadien, à déployer la 5G. Vous comprenez que c'est lucratif pour quelqu'un. Des millions de petites tours cellulaires nécessaires vont être déployées en grand nombre partout pour la 5G. Maintenant, est-ce que c'est vrai que chaque tour émet des radiations à des niveaux connus qui causent une immunité affaiblie, le cancer, la stérilité, des dommages à l'ADN ou d'autres dommages, et particulièrement aux enfants? Vous avez compris que j'aimerais tellement vous dire tout ce que je sais. Alors, c'est pas moi qui va vous le dire, on a un invité hors du commun. Hétéroclite, vous dites? Vraiment hétéroclite. Il a étudié en physique à Laval, par la suite engagé à Varennes, si ma mémoire est bonne, pour Hydro-Québec. Là, c'est une partie d'ingénieur dans sa vie, pour finalement aboutir à l'Université McGill en tant que professeur. Évidemment, avec des études, baccalauréat, maîtrise, doctorat, c'est un plaisir de le recevoir. J'ai quelques questions. Je remercie tous ceux qui sont là à écouter. J'ai reçu beaucoup de questions. Si je m'aperçois qu'il n'y répond pas, croyez-moi, je vais tenter de glisser toutes les questions que j'ai reçues. Merci encore une fois. Notre invité très spécial, Dr. Paul Héroux. Bonjour. Moi, ça va, Doc? Ça va très bien. Ça a bien été? Oui. À Montréal? Oui. Hein? Vous êtes Montréalais? Oui. Pas eu de trouble? Non. Je veux pas qu'on... je veux pas... Moi, je vais y aller tout de suite parce que j'ai tellement de questions et vous avez tellement à répondre que on va parler de la 5G. Mais, sachant que vous allez être capable de nous diriger vers la 5G, moi, je suis curieux de savoir, concernant le développement de ces fameuses ondes-là, il y en a plusieurs qui ne savent pas tout à fait, on parle de quoi? Êtes-vous capable de me faire une historique rapide de, j'imagine que ça part, ça, des bandes AM, FM, puis amenez-nous lentement là, jusqu'à, s'il faut, la 1G, 2G et les changements qu'il y a eu entre la 1G, la 2G, la 2G, la 3G, la 3G, la 4G. Puis après ça, on va s'en aligner vers la 5G. Mais j'aimerais ça avoir une historique. Bon. Au début des années 1900, on n'avait pas de radiation électromagnétique dans l'environnement pratiquement. En d'autres termes, on n'avait pas d'électricité et on n'avait pas de télécommunications. Ou alors, c'était extrêmement rare. Il y avait Marconi qui faisait quelques expériences par-ci, par-là. Mais à partir des années 1900 et puis des décennies qui ont suivi, là, on a eu l'électrification de la société. Donc, ça veut dire qu'on s'est mis à installer des fils électriques un peu partout. Et quand on installe des fils électriques, naturellement, il vient avec ces fils électriques-là des champs électriques et des champs magnétiques. Et donc, à partir de ce moment-là, la population a commencé à être exposée aux champs
magnétique et électrique de 60 Hertz ou de 50 Hertz dans d'autres pays. Donc, cet agent-là en particulier, on sait qu'il a des effets sanitaires. Sam Milham, l'ancien épidémiologiste de l'État de Washington, a fait une étude où il regardait les États aux États-Unis qui étaient électrifiés en premier, qu'est-ce qui leur arrivait. Et ce qu'il a vu, c'est que les États qui étaient électrifiés en premier avaient des hausses de cancer en premier. Donc, de son point de vue, l'électricité pouvait causer le cancer. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été assis sur des données extrêmement précises avant plusieurs décennies. Mais après l'électricité, on a eu une autre merveille qui s'est installée, qui est la radio AM et ensuite FM. Et en fait, ces développements-là sont reliés à la capacité des ingénieurs de maîtriser des fréquences électromagnétiques de plus en plus élevées. Parce que pour faire de l'électronique, il faut avoir des pièces qui sont capables de maîtriser ces signaux-là, de les amplifier et tout ça. Donc, au début, on avait des fréquences relativement basses avec lesquelles on pouvait communiquer parce que c'était ces fréquences-là qu'on pouvait communiquer, qu'on pouvait contrôler. Donc, ça, c'est la radio AM. Donc, on a 550 kHz de fréquence et on peut, sur l'onde de 550 kHz, qui est ce qu'on appelle une porteuse, superposer une modulation qui est la voix qu'on veut transmettre. En d'autres termes, on additionne une fréquence plus lente, qui est la fréquence audio, comme vous le savez, c'est à peu près 20 kHz. Donc, on met sur le 550 kHz un 20 kHz ajouté. Et le 550 kHz, il sert à la propagation. Si on essayait de faire une antenne et d'émettre la voix à 20 kHz directement, ça se propagerait très, très mal. Donc, la technique qu'on a inventée, c'est les porteuses pour envoyer de l'information pour que ça puisse se diffuser dans des grandes distances. À un moment donné, l'électronique s'est perfectionnée et on a eu la capacité de faire des fréquences FM qui sont beaucoup plus élevées, parce que ça, c'est dans les dizaines de mégahertz. Et ça avait certains avantages. La radio FM, c'était beaucoup plus facile d'exclure les bruits parasites. Malheureusement, les ondes FM avaient une portée plus courte. Donc, dans les permis, afin de permettre dans les villes des couvertures raisonnables, on a permis des puissances d'émission plus élevées pour le FM. Et ensuite, on a eu l'autre merveille qui est la télévision, qui au début avait de la modulation de phase, de la modulation de fréquence et de la modulation d'amplitude mélangée, suivant qu'on était dans le NTSC ou dans le PAL en Europe. Donc, tous ces systèmes-là, à un moment donné, ont permis de propager non seulement du son, mais également de propager des images. Ce fut un très, très grand succès commercial. Et je dois dire que pendant pratiquement toutes ces périodes-là, le public qui était séduit par les possibilités nouvelles que ça offrait et l'industrie qui était enthousiaste d'en prendre profit, il n'y a personne qui regardait vraiment les effets sanitaires de ces choses-là. Et c'est plutôt au moment où on a commencé à s'inquiéter de ça, c'est quand, par exemple, on a commencé à avoir des téléphones cellulaires. Parce que dans le cas des téléphones cellulaires, on met un émetteur micro-ondes qu'on place contre notre tête à peu près dans les mains de tout le monde sur la planète. Donc, on a commencé avec des téléphones cellulaires qui étaient relativement gros et encombrants. Avec une valise, hein? Il y avait une valise au début, puis mais c'était quand même, ça donnait de la mobilité. Okay. Donc, l'idée du téléphone cellulaire est une idée très intéressante parce que, finalement, on peut avoir une communication qu'on porte avec soi. Dans le cas de la génération numéro 1, donc les G représentent des générations. Donc, 1G, première génération. Du cellulaire. Oui. Et ça, c'était des ondes qui étaient relativement similaires à ce qu'on avait dans les systèmes, par exemple, AM ou FM. C'était des ondes qui étaient continues. Est-ce que ça nécessitait
de nouvelles antennes? Bien, c'était des antennes indépendantes parce que ce n'étaient pas les mêmes compagnies qui les commercialisaient. OK. Donc, on était une station de radio où on plantait un certain nombre d'antennes. Elles pouvaient être aussi distantes que 15 km les unes des autres pour couvrir quand même des espaces très intéressants et avoir beaucoup de je dirais, de clients qui pouvaient payer pour le service. Et dans ces systèmes-là, on s'est rendu compte que c'était un très grand succès commercial, que les gens qui étaient utilisés comme des essais ne voulaient plus se défaire de leur téléphone cellulaire. Et là, finalement, on en est venu à la 2G, la deuxième génération. La première génération, c'était on se parle. voix. On se parle. On se parle. En fait, le téléphone. C'était le téléphone. C'était un téléphone, mais qu'on pouvait bouger. Ah oui, il y a ça. Donc, c'est une grosse différence. Une grosse différence. Grosse différence. Oui, c'est vrai. Et finalement, avec la deuxième génération, on s'est dit, là, on peut faire entrer ces systèmes de télécommunication mobile-là dans l'ère du digital. Donc, on va même pouvoir s'envoyer des petits textes avec ça. Texto. Donc, on peut utiliser l'Internet, qui était naissant à l'époque, pour envoyer des textes à partir de notre téléphone. Donc, on pouvait envoyer des petits messages d'amour à son ami à distance et à peu près à n'importe quand. C'était absolument fabuleux. Et ça a été un grand succès également parce que d'envoyer des petits textes comme ça, c'est comme laisser des messages téléphoniques. C'est vraiment très, très pratique et on peut faire ça de n'importe où et à peu près n'importe quand parce qu'on a l'appareil avec soi. Donc, ça amenait une très grande flexibilité. On est en quelle année à peu près 2G? Oh, c'est dans les années 90, ça. OK. Après ça, on s'en va dans la 3G où là, on s'est dit, on va en mettre plus. On va donner l'accès aux gens à l'Internet. En d'autres termes, vous allez pouvoir être connecté à travers le réseau de fibre optique, soit dit en passant, ou un réseau de câbles. Vous avez un lien sans fil qui est connecté au câble, et là, vous êtes comme si vous étiez connecté à l'Internet directement. Donc, vous pouvez, sur votre petit écran, avoir accès à des sites à travers le monde à partir de votre téléphone mobile. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant aussi. Encore les mêmes antennes? Bien, la différence, ça, c'est qu'avec le 2G et la 3G, on a substantiellement modifié le type de radiation qu'on a utilisé. En d'autres termes, on a utilisé ce qu'on appelle le TDMA et le FDMA et le CDMA. C'est toutes des méthodes pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent utiliser une certaine fréquence. Dans le TDMA, qui s'appelle Time Domain Multiple Access, on comprime votre voix digitalement pour qu'elle n'occupe qu'un douzième du temps. Peu d'espace. Peu d'espace. Donc, on peut avoir 12 personnes simultanément. OK. Et aussi, une compagnie peut faire une certaine compression de fréquence et utiliser la bande qu'elle a louée du gouvernement fédéral ou du gouvernement américain pour avoir plusieurs bandes qui fonctionnent en parallèle. Donc, on peut avoir des changements de fréquence et des changements de temps qui permettent d'augmenter, je dirais, le poids commercial des fréquences qu'on a achetées. Donc, avec ces méthodes-là, on a augmenté la capacité des systèmes, mais on a aussi changé le signal, qui auparavant était des belles ondes régulières en petites impulsions très, très, très rapides. Oups! Et là, ce changement-là, du point de vue biologique, est possiblement quelque chose d'intéressant. Parce que, est-ce que de se faire donner un coup de poing dans le visage, c'est la même chose que de prendre une marche? L'industrie s'est dite, bon, bien là, ce qu'on va faire, c'est que les signaux électromagnétiques vont être évalués sur la base de leur énergie moyenne. Donc, le fait que c'est des impulsions, on va être relativement aveugle à cette circonstance-là. On va être relativement aveugle. On ne tient pas compte de ça dans les standards sanitaires. En d'autres termes, les limites d'exposition humaine sont uniquement basées sur la température. Et vu que les impulsions étaient très intenses, mais très, très brèves, elles ne pouvaient pas chauffer beaucoup. Donc, on pouvait avoir des impulsions très, très, très intenses. Et la question du point de vue biologique, est-ce que des impulsions très, très, très intenses, c'est acceptable biologiquement? Et ce qu'on apprend quelques décennies plus tard, c'est qu'en réalité, le système nerveux est très, très sensible à ces impulsions-là.
et il réagit, le système nerveux. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent. Donc, à partir de la 2 et 3G, c'était des impulsions. Déjà, la 2 et 3G, oui. c'était... Donc, on vit dans ce type de signal-là depuis un certain temps. OK. La 4G, dans le fond, c'est une amélioration technique substantielle pour augmenter encore la capacité du 3G, mais on n'a pas ajouté de médium particulier. Et la 5G, elle, on y vient là, bien, c'est que les gens voudraient, dans le cas de la 5G, augmenter la capacité de transfert de données. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la capacité de transfert de données? Vous avez votre téléphone cellulaire devant vous. Vous pouvez parler, ça ne demande pas beaucoup de données. Vous pouvez envoyer des textos, ça en demande encore moins. Vous pouvez envoyer une image, ça prend un peu plus de temps au système à digérer ça. Mais la 2G était déjà très bonne pour faire ça. Donc... Entre la 2G et la 3G, y a-t-il une augmentation si vous avez accès à l'Internet, puis vous pouvez envoyer des signaux et avoir des réponses, ça demande quand même plus de capacité de transfert de données et une certaine rapidité de réponse. OK. Il y a eu une augmentation de la vitesse entre la 2G et la 3G? Il y a toujours une augmentation de vitesse à chaque génération. On va y revenir à ça parce que... Ouais. Et vous allez me dire qu'il y a eu une augmentation de la vitesse entre la 3G et la 4G? Oui, la 4G, essentiellement, c'est une augmentation de vitesse pour servir plus de monde et le faire plus rapidement également. OK. La 5G, c'est quand même une autre bestiole. Parce que dans le cas de la 5G, on veut augmenter la vitesse au point où les gens vont pouvoir faire ce qu'on appelle du streaming vidéo. En d'autres termes, vous êtes dans votre autobus, vous allez pouvoir voir des films en 3 dimensions ou quelque chose comme ça. On a l'intention d'avoir des débits de données très substantiels. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans le sens qu'on ne pouvait pas le faire avant, mais on veut augmenter la vitesse pour que les gens utilisent de plus en plus de streaming vidéo, parce que c'est ça qui amène des profits. Plus vous utilisez de gigabytes transférés, plus les compagnies de télécommunications font d'argent. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est entraîner le public dans une habitude de consommation de vidéos à travers des téléphones cellulaires. Et ça, à mon avis, c'est une habitude qu'on devrait avoir le choix de prendre ou de laisser. Mais ça, c'est le rêve de l'industrie. Mais pour faire ça, il fallait prendre des grands moyens. Dans le cas de la 5G, pour augmenter le débit de données, l'intention, c'est d'augmenter la fréquence substantiellement dans des dizaines et peut-être jusqu'à 100 GHz. Mais là, vous avez des problèmes, je dirais, physiques. C'est que ces ondes-là ne se propagent pas aussi bien que les autres ondes. Vous vous rappelez, dans le AM, on pouvait avoir un émetteur qui desservait une très grande région. Avec le FM, c'était un petit peu plus restreint. On avait promis des puissances plus élevées. Mais avec les fréquences du 5G... Mais AM, il neigeait, il pleuvait, peu importe la température, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Oui. Donc, avec le 5G, on va avoir une fréquence beaucoup plus élevée. Ces fréquences-là, plus élevées, se propagent beaucoup moins bien. Donc, à cause de ça, on serait obligé d'installer beaucoup d'antennes, on dit à toutes les 5 maisons. Donc, dans la technique du 5G, il y a une augmentation de fréquence. En fait, il y a plusieurs catégories de 5G. Il y a du 5G qui utilise les anciennes fréquences, parce que l'industrie n'est pas prête tout de suite à faire l'augmentation. Il y en a qui utilisent des fréquences intermédiaires, puis il y en a qui utilisent du 25 GHz déjà. Mais, en réalité, on aurait l'intention d'aller jusqu'au 100 GHz pour avoir des débits effrénés de données. Et ça, c'est des bandes, là. Ça, c'est des bandes de fréquences qui sont assignées par le gouvernement fédéral et qui sont louées. Oui, c'est en cours d'être fait parce que les compagnies veulent s'assurer d'avoir les pieds en place pour pouvoir recueillir les profits et servir des clients. Donc, pourquoi ça presse, là? Pourquoi là? Bien, en réalité, un téléphone cellulaire, ça coûte combien? Le téléphone, là, il est quasiment gratuit. Ce qui coûte cher, c'est de louer le service qui va avec. Vous pensez qu'il est gratuit. Mais en réalité, un téléphone, ça coûte quand même assez cher. Oui. Puis en réalité, si vous voulez acheter un téléphone sans un plan qui va permettre à la compagnie de vous facturer régulièrement, ça vaut 1000,
Les 5G, ça va coûter plus que autour de 1500 $ US. Donc, un téléphone vendu à tous les individus sur la planète, ça représente, vous pensez, combien d'argent? Ça représente énormément d'argent. Oui, j'aime ça. Donc, énormément. L'industrie des compagnies comme Apple, qui ont fait leur existence dépend, en fait, des téléphones cellulaires, bien, ils sont très enthousiastes à vous en vendre un autre. Et cet autre-là doit vous apporter quelque chose de différent. Ils doivent avoir un genre de pamphlet qui vous aguiche pour vous le faire acheter. Donc, il y a énormément d'argent en jeu et les gens de l'industrie du téléphone cellulaire l'admettent ouvertement. Si on ne vous vend pas un téléphone l'année prochaine, on doit fermer des usines en Chine et dans divers pays, parce que cette industrie-là vit sur la prolongation et sur la mise à date des équipements que vous avez. Donc, la 5G ne s'arrêtera pas là, ça va être la 6, puis la 7, puis la 8, parce que tant que vous allez les acheter, ils vont en faire. Puis ils vont toujours vous donner l'impression que la nouvelle génération est meilleure que l'ancienne, que ce soit vrai ou non. Qu'est-ce qu'on vous offre, dans le fond, avec la 5G de plus, vraiment? L'industrie nous raconte des choses, ils disent, si vous voulez avoir des voitures autonomes, on ne peut pas avoir ça sans la 5G. On n'avait pas besoin de la 5G pour la voiture autonome. Je ne l'ai pas encore dit. Mais là, maintenant, je le dis. Vous n'avez pas besoin de la 5G pour les voitures autonomes. En d'autres termes, vous pouvez mettre la 5G dans une voiture autonome si vous voulez, pour faire plaisir à votre client ou pour mettre ça comme item de feature de votre voiture. Mais en réalité, une voiture autonome, ça peut fonctionner. Avec ses propres caméras. Avec ses propres caméras et laser. En d'autres termes, du scanning par laser et une caméra intelligente qui est capable d'éviter des obstacles. En fait, l'histoire de la 5G, c'est juste un désir effréné des ingénieurs qui ont le rêve de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Vous savez ce que c'est, l'Internet des objets? J'écoute. Bon, l'Internet des objets, c'est que maintenant qu'on a vendu un ordinateur à tout le monde sur la planète, comment est-ce qu'on peut étendre notre marché davantage? On va mettre des ordinateurs dans tout. Et en fait, le Tom Wheeler, le président de la CTIA, jusqu'à récemment, avait dit dans une conférence, on va en mettre dans tout. Il dit, we're going to put it in plant waterers. En d'autres termes, tout ce qui fait quelque chose va avoir un ordinateur. Et cet ordinateur-là, il va communiquer par ondes électromagnétiques vers les antennes de la 5G. Donc, on veut mettre des émetteurs dans tout ce que vous allez acheter. Un réfrigérateur, un poêle, un stylo, un système pour arroser vos plantes, tout pourrait en contenir. Et ils se disent, on est capable d'imprimer ça, parce que dans le fond, des circuits intégrés, c'est de l'impression, rendre ça si peu cher qu'on peut en mettre dans absolument tout ce que vous allez acheter. En d'autres termes, dans l'esprit des ingénieurs, ils voient la planète comme un endroit qu'on peut remplir d'ondes électromagnétiques où tous les objets communiquent ensemble. Et ils pensent que ça, c'est un type de nirvana ultime. Et les gens là-dedans vont être, en fait, saturés de radiation électromagnétique. Et vu que entre eux, ils aiment se dire que les ondes électromagnétiques n'ont aucun effet nocif sur la santé, ils ne s'inquiètent pas du tout de ça. Mais la 5G a d'autres différences. C'est que aussi la 5G, c'est une radiation qui est focalisée. En d'autres termes, autrefois, dans le cas d'une antenne FM, ça émet dans pratiquement toutes les directions. Puis certaines antennes cellulaires, ça émet dans le tiers des directions. On voit ça, il y en a 3 directions souvent sur les antennes. Il y a 3 antennes. Souvent, ils émettent dans 3 directions différentes. Mais quand même, ça couvre beaucoup. Dans le cas de la 5G, ça va être comme
un laser. Ça va pointer directement l'utilisateur parce qu'il semble que c'est la méthode pour augmenter la capacité de l'atmosphère à contenir des informations qui vont dans toutes les directions. C'est la seule possibilité qu'on a. Donc, on veut avoir des antennes qui sont en fait des matrices de dipôles. Vous savez ce que c'est un dipôle? De dipôle? Oui. Non. Un dipôle, c'est 2 fils. Puis on applique une tension dessus, puis ça irradie. Mais si on en met un tas de ces choses-là, puis qu'on change l'intensité et qu'on change la phase des différents dipôles, on peut avoir un faisceau dirigé. Et ça, c'est une très vieille invention. Ça, c'est la 5G qui fait ça. La 5G. OK. Tom Wheeler, il a présenté ça au public en disant « Les ingénieurs américains géniaux ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. » En réalité, c'est une vieille affaire que les Russes ont eu bien avant eux. En 1981, il y avait le radar Zaslon sur le MiG-31, qui était le premier radar très performant. Et pour un radar, c'est d'une grande importance, ça, parce que si vous êtes dans un avion de chasse, vous avez un radar pour savoir où sont les ennemis que vous voulez descendre avec un missile, mais vous ne voulez pas qu'ils vous voient. Donc, votre radar, il doit envoyer un petit blip de radiation dans une certaine direction. Et lorsqu'il reçoit un retour, bien là, il se tait complètement. Vous voyez un peu le genre de technique qui est nécessaire. Il faut aller avoir des faisceaux étroits. Là, on parle de la guerre. On parle de la guerre. Et Mais la guerre... Où est-ce qu'on a besoin de ça aux civils? Est très importante là-dedans. C'est que les standards pour la protection du public vis-à-vis des radiations électromagnétiques ont été cristallisés en 1966 par un comité de 15 personnes. Ça, c'est pour créer le standard? Le standard qui vous protège, oui. Qui me protège? Oui. Je veux l'entendre. Oui. OK. Bien, dans ces 15 personnes-là, il y en avait 10 qui étaient dans l'armée. Il y en avait un qui était de General Dynamics. Eux, ils font des avions de chasse. Il y en avait un du Petroleum Institute. Il y en avait un des finances. Puis il y avait une misérable personne qui avait probablement été très bien choisie, qui était de la santé publique, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un au moins de la santé publique sur le comité. Sur 15? Oui, sur 15. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, ce standard-là a été cristallisé à une époque où les Américains étaient très, très apeurés vis-à-vis de leur chance de victoire contre l'URSS dans la guerre froide. Ils venaient de lancer le Spoutnik quelques années plus tôt. Ils avaient de l'avance dans l'espace. Les Russes avaient la bombe atomique. Il y avait le sénateur McCarthy qui était obsédé par les communistes. Alors, tout ça faisait qu'aux États-Unis, de parler des effets sanitaires des ondes électromagnétiques, c'était vu comme antipatriotique. On ne pouvait pas faire ça. En d'autres termes, il fallait se précipiter dans les développements de ces ondes-là le plus vite possible, puis avec les standards les plus généreux possibles. Autrement, on serait tous communistes. Là, on est en 66. OK. J'écoute. Donc, ce standard-là qui vous protège n'a pas vraiment été changé depuis. Pourquoi? En URSS, ils ont adopté un standard 1000 fois plus petit que celui qu'on avait ici. Et eux autres non plus, ils ne voulaient pas perdre la guerre froide. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va mettre un standard différent pour nos militaires. Si vous êtes un militaire, probablement, vous ne devez pas avoir peur des radiations électromagnétiques, vu que vous êtes prêt à risquer votre vie pour votre patrie. Puis il y avait un standard qui était différent, 1000 fois plus petit que celui que vous avez au Canada, pour protéger leur population. Donc, pour le civil, OK, oui. Pour le civil. Okay. Donc, c'est une très grande différence. Ben oui. Mais non, mais c'est bien. Moi, je pense que les Soviétiques ont eu la bonne idée. De faire la différence entre les deux spécifications. Oui. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'armée avait beaucoup d'influence, a eu son standard, puis ils étaient en bon contact avec l'industrie qui s'est dit, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir la même chose? S'il y a un standard qui est extrêmement élevé, ça fait que lorsque vous développez des équipements, vous n'avez pas à vous préoccuper des effets sur les utilisateurs. Vous pouvez simplement faire des designs, puis ils sont toujours en dessous des limites admissibles. Donc, vous n'avez pas à faire le moindre effort pour réduire l'exposition des utilisateurs de ces systèmes-là. Ah oui. Donc, en quelque sorte, le bâton a été passé de l'armée à l'American National Standards Institute, qui est un conglomérat de compagnies d'ingénierie.
C'est pas des gens de santé, ça. Puis l'American National Standards Institute a passé ça à l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ah, c'est sûr qu'ils pensent. Les ingénieurs en électricité et en électronique. Eux non plus n'avaient pas beaucoup de sympathie pour, je dirais, les évidences biologiques et sanitaires qui sont dans une science de toute façon qu'on ne connaît pas, en laquelle on a peu confiance, qui change tout le temps. Vous voyez un peu la mentalité. Les ingénieurs avaient le sentiment d'être le fer de lance du progrès humain. Après tout, ils étaient capables d'envoyer des gens sur la Lune. Donc, on peut faire confiance à ces gens-là, même pour déterminer nos limites sanitaires, les limites sécuritaires pour ces ondes-là. Donc, l'industrie a vu l'occasion d'avoir des standards extrêmement élevés pour les systèmes qu'ils produiraient. En réalité, ils auraient pu choisir d'avoir des standards plus bas, parce que même à cette époque-là, il y avait des évidences substantielles que les ondes n'étaient pas inoffensives. C'était une dispute entre Hermann Schwann, un ancien nazi, dans le fond, qui avait été choisi pour établir ce standard-là pour les militaires, et Alan Frey, qui était un biologiste et un homme de santé publique. Mais naturellement, la lutte était très, très, très inégale. Puis il y a eu des séquences absolument remarquables où Alan Frey a publié des résultats sur la pénétration de certaines substances dans le cerveau, comme par exemple, disons, la pénétration de l'albumine dans le cerveau suite à une exposition aux ondes électromagnétiques. Et ce qu'on sait, c'est que l'armée a effectivement organisé de faux tests pour essentiellement publier que les données d'Alan Frey étaient inexactes. En d'autres termes, on sait que les tests qui ont été organisés par l'armée ne pouvaient pas donner la moindre évidence. Ils ont publié ça, ils ont dit Alan Frey a tort. Ils ont pu continuer sur leur déni et dire les standards qu'on a sont absolument suffisants, tout est beau, tout est parfait. Ça, c'était présenté à qui? Ces rapports-là sont présentés à des gens qui sont supposés lire puis prendre une décision. Je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'ils sont présentés à des sociétés scientifiques. Quand on va à ces sociétés scientifiques-là, on se rend compte, quand on parle aux gens, que il n'y a pas tant de scientifiques que ça là-dedans. Il y a surtout beaucoup de gens intéressés. Leur participation à ces réunions-là est parfaitement légitime. En d'autres termes, si on est dans une compagnie d'ingénierie et qu'on veut développer des systèmes, pourquoi ne pas s'intéresser aux effets biologiques? Mais cet intérêt-là devient facilement une domination par le nombre, parce que ces gens-là pouvaient être subventionnés pour aller à ces réunions-là. Donc, ils pouvaient dominer ultimement ces sociétés scientifiques-là. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de ces réunions-là, et je peux vous dire que les scientifiques qui cherchaient vraiment à protéger l'humain, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de scientifiques qui cherchaient un contrat. Il y avait beaucoup de gens de compagnie qui voulaient savoir ce qui allait se passer. Et lorsqu'on constituait un comité, naturellement, il y avait une grande partie de gens qui provenaient du domaine de l'ingénierie. Les ingénieurs, dans le fond, ils sont le fer de lance, en quelque sorte, du progrès humain. Mais derrière chaque ingénieur, il y a également un vendeur. En d'autres termes... Il y a une industrie. Il y a une industrie. Et l'industrie, dans le fond, elle sait que plus elle vend, plus elle est prospère, plus elle a d'influence. Donc, l'idée de vendre de plus en plus de téléphones sans limite, et maintenant que les téléphones nous permettent de nous parler, nous permettent de nous envoyer des textos, d'avoir accès à l'Internet, même de s'envoyer des vidéos, qu'est-ce qu'on peut déjà ajouter de mieux? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour servir mieux les désirs de l'humain? En réalité, moi, je dis que les téléphones cellulaires sont déjà arrivés à leur maturité et à leur utilité. Depuis quand, la 2G, 3G? 4G? Moi, je dirais que c'est depuis la 3G. On aurait atteint le... On aurait atteint l'utilité maximale de ce produit-là. Non, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Là, vous êtes en train de me dire que la 3G, c'est suffisant, puis il y a quelques minutes, vous me dites que la 5G, ça aide, ça va plus vite. Ça va plus vite, mais avez-vous besoin d'aller plus vite? En d'autres termes, moi, ce que je vous dis sur la 5G, c'est que c'est approprié si, par exemple, dans une usine, vous avez
300 robots mobiles Oui. qui doivent communiquer ensemble très rapidement. C'est peut-être utile dans un cas comme ça. Mais en réalité, pour transférer des données, on a des alternatives bien plus puissantes que la 5G. Ah oui? Ça s'appelle la fibre G. On a déjà dans notre poche... La fibre optique? La fibre optique. Ça, on a déjà dans notre poche une technique de transmission de données qui est extraordinairement rapide. AT&T a montré des vitesses de 10 millions de gigabytes par seconde sur 2 kilomètres pour la fibre optique. En d'autres termes, là, la 5G, ça va peut-être aller à 10 gigabytes par seconde, mais là, on parle d'1 million de fois plus. Ils ont fait ça en laboratoire. Ça veut dire qu'ultimement, la seule technique qui va vous permettre de déplacer des montagnes de données, c'est la fibre optique. Intouchable. Clinton avait promis aux Américains d'avoir la fibre optique partout. Et l'industrie a pris les subventions et n'a rien fait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est du sans-fil, parce que lors du break-up de AT&T aux États-Unis, vous savez ce que c'est le break-up de AT&T? En fait, je vais vous laisser aller, j'ai une question qui s'en vient. Ma Bell était Oui. un monopole, donc aux États-Unis, ils se sont dit ça n'a pas d'allure. Il faut briser le monopole. Il faut briser le monopole, ils peuvent nous charger ce qu'ils veulent. On va les casser en morceaux. À l'occasion de ce break-up-là, ils ont décidé de déréglementer le sans-fil qui était relativement naissant. Ça voulait dire que tous les gens qui avaient de l'argent à investir et qui avaient du flair se disaient, c'est déréglementé, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les profits qu'on veut. Donc, ils ont essentiellement détourné l'argent donné par Clinton pour la fibre optique, pour essentiellement faire du sans-fil. Et il y a une poursuite actuellement contre les compagnies de télécommunications pour justement, sur justement ce sujet-là. En d'autres termes, vous avez floué le public américain de milliards de dollars qui ont été donnés par le gouvernement, qui ont été donnés par le gouvernement pour faire une augmenter chose, les infrastructures de... C'est ça, en d'autres termes. En d'autres termes, le rêve de la fibre optique n'a jamais été réalisé pour des raisons commerciales, pas pour des raisons de capacité ou de transfert de données. C'était une bonne idée d'avoir un réseau de fibre optique. Mais, en réalité, du point de vue de marketing et de profit, ce n'était pas la chose idéale pour certains. Parce que tu l'installes et c'est fini. Ça fonctionne. Bien, regardez, ce qui se passe, c'est que je rentre une fibre optique dans un gros building. Oui. Le gars qui a la fibre optique, il peut mettre un routeur puis connecter tout le monde à la fois. Et c'est fini. Et c'est fini. Dans le fond, ça a tellement de capacité, potentiellement, qu'il y a moins de profit. En d'autres termes, avec l'histoire des G, on vend des téléphones, on a plus de profit. Dans le fond, c'est un monde en soi, cette chose-là. Vous êtes en train de me dire que là, c'est à 5G, puis on s'en va après ça 6G. Là, il faut qu'ils augmentent. Ils vont essayer d'augmenter. Autrement, ils vont fermer. Mais on a déjà atteint probablement la 9, 10 ou 15G avec la fibre optique. Ah, beaucoup plus que ça. En d'autres termes, le sans-fil, c'est comme le pétrole. C'est une ressource très limitée. Parce que, passé 100 GHz, on n'a même pas l'électronique à l'heure actuelle, juste les militaires qui ont des fréquences aussi élevées que ça. Et plus les fréquences augmentent, plus ça consomme d'énergie. Donc, la 5G, le style 5G, c'est à peu près, dans les hautes fréquences, c'est à peu près la limite que la technologie peut atteindre de manière rationnelle. Donc, le sans-fil ne pourra jamais compétitionner avec la fibre optique en termes de capacité. C'est impossible. En d'autres termes, le spectre électromagnétique est très, très limité. Et si on sature notre environnement d'ondes électromagnétiques, on va avoir des retombées comparables à celles qu'on a eues avec les déploiements du pétrole. On a brûlé beaucoup de pétrole. On est en train de réchauffer la planète. Le 5G va la réchauffer encore plus. Et donc, on va payer plus tard pour des erreurs qu'on a faites. Vous m'avez amené là, sur la fibre optique, puis je me mettais à penser, êtes-vous capable de me dire si oui ou non, actuellement, dans les bureaux chefs, les gros buildings de Vidéotron, Bell, Rogers,
Vous comprenez? C'est un. Vous pourriez quasiment me garantir qu'eux autres, là, leur building, c'est tout fibre optique? Non, mais écoutez, si vous êtes propriétaire d'un building et que vous voulez avoir des locataires qui payent le gros prix, vous devez avoir la fibre optique dans le building. C'est comme ça, dans le fond, qu'on obtient des transits de données ultra rapides. Votre building n'a pas de valeur s'il n'y a pas de fibre optique dedans. Donc, ceux qui veulent vendre la 5G, leur siège social de plusieurs étages, ne marche pas sur la 5G, eux autres. C'est fibre optique à grandeur en dedans. Non, mais la 5G marche sur la fibre optique. Oui, mais je veux dire, ils ont la fibre optique partout à l'intérieur avec les routeurs pour faire ça. Ah, bien là, évidemment, ça dépend de leur sophistication. Okay. Sûrement, si vous voulez avoir des locataires qui payent un bon prix, vous devez avoir une fibre optique qui rentre pour avoir les données que vous pouvez distribuer de la manière que vous voulez. Dans certains buildings, s'ils ont l'argent, ils vont mettre de la fibre optique aussi. Parce qu'ils vont avoir, dépendant de leurs besoins de transfert de données, si vous voulez envoyer le message dont on a parlé tantôt à notre blonde, on n'a pas besoin vraiment de ce genre de choses-là. Non, OK, je comprends. Mais un avantage de la 5G, on nous dit, c'est que vous allez pouvoir télécharger le film de 3h30 plutôt qu'anciennement en 20 minutes, bien, ça va être en 3-4 minutes. Gros avantage. Mais finalement, c'est un film qui dure très, très, très longtemps. En d'autres termes, il n'y a pas d'avantage clair à cette technologie-là. On appelle ça une technologie quand on veut exagérer. En réalité, et le problème, c'est qu'avec ces installations-là et cette multiplication d'antennes-là, on va consommer beaucoup plus d'énergie. L'industrie aime dire: nos antennes consomment très peu d'énergie. Oui, mais on va en mettre des millions et des millions et millions et des millions. Et en fonctionnant à plus haute fréquence, ce qui est l'objectif ultime de la 5G, parce qu'on peut commencer en dessous d'un gigahertz, mais ultimement, on veut aller à 25 puis à 60. Tout ce qui est à plus haute fréquence consomme toujours plus d'énergie. Donc, la 5G va contribuer au réchauffement de la planète et on se demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de transférer autant de données que ça? Et ma réponse à moi, c'est que les téléphones cellulaires, c'est merveilleux. On devrait les garder, on devrait les modifier pour réduire les expositions des utilisateurs parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour protéger les utilisateurs de téléphones cellulaires par l'industrie jusqu'à maintenant. Ils se refusent à faire ça. C'est là que je voulais me rendre. Ah oui? Oui. Oui. Là, merci pour l'explication de la 5G. Si j'ai bien compris. Des antennes partout. Des hautes fréquences. Partout. Des faisceaux très dirigés. Vous allez zapper tout d'un coup, puis plus rien ensuite. Très, très irrégulier. Impulsion. Avec des impulsions dedans. Oui. Ça, du point de vue biologique, ça a pratiquement tous les défauts. Bien, on est rendu où je voulais me rendre avec vous. Là, je veux parler de ce phénomène-là de la 5G. Même, je vous écoutais, là, puis vous avez des doutes à savoir que même à partir de la 1G, 2G, 3G, ça influençait sur la santé. Oui. Et oui. Et là, vous me dites, la 5G, on empire. On n'améliore pas. On empire parce que l'objectif de la 5G, c'est de vous vendre un autre téléphone, mais aussi d'augmenter votre consommation de données. Et on sait très bien, d'après l'industrie elle-même, on sait que les expositions humaines vont augmenter. Vous avez sûrement entendu dire que la ville de Bruxelles a refusé de déployer la 5G sur la base du fait que les expositions étaient trop élevées et que l'industrie demandait au gouvernement d'augmenter les limites d'exposition humaine pour faciliter les choses. Et je sais que la FCC a une proposition à l'heure actuelle pour augmenter l'augmentation de température qui est tolérable par un humain de 1 à 2 degrés centigrades pour accommoder encore la 5G, parce que la 5G, c'est une très haute fréquence. Les très hautes fréquences se diffusent, s'éteignent dans les parties superficielles du corps. Donc, ces parties superficielles du corps-là vont être très chauffées. Donc, pour que les systèmes soient acceptables, il faut qu'on augmente la tolérance
humaine à la température. Alors, l'industrie a toujours fait la même chose. À chaque fois qu'ils se rendent compte qu'il y a une... Les limites, vous dites, là. Les Vous limites... parlez des limites. Il faut augmenter... Les limites sanitaires, on va les augmenter. Hein, là, je viens de comprendre, là, c'est qu'eux veulent monter la norme, autrement dit, faire en sorte que la limite de l'humain peut accepter... Plus. Ah, donc, c'est eux qui ont déterminé la limite d'avant. Qui ça? Eux? Ça, c'est les ingénieurs. En réalité, oui. c'est Motorola, avec Verizon, ils sont tous en discussion ensemble, comme de bons amis, puis ils disent de quoi on a besoin là, pour notre prochaine brassée d'équipements. Coudon, y a-tu quelqu'un qui les arrête à un moment donné? Il n'y a personne qui les arrête. Pourquoi? Parce que les gouvernements adorent l'activité économique, parce que plus il y en a, plus ils font de taxes, ils font des profits de taxes. Notre gouvernement canadien, il fait un profit d'1 milliard par année à louer l'environnement électromagnétique. Donc, parce que le gouvernement fédéral a le droit de polluer notre environnement avec des ondes électromagnétiques, ils font un profit de 1 milliard par année environ. C'est la cocaïne des gouvernements. En faisant pratiquement rien, en ayant le CRTC, un petit comité d'ingénieurs, en fait, pas d'ingénieurs. Ils louent l'air, l'espace. Oui, c'est ça. L'air, c'est à eux. Et c'est pas des ingénieurs, en fait, c'est plutôt des avocats qui sont les boss de ça. Donc, eux, ils partagent le gâteau des ondes électromagnétiques, qui, dans le fond, est notre exposition à nous, et le gouvernement fédéral se donne des gros profits. Alors, ils se disent, mais si on arrête ça, on va perdre tous ces profits-là. Et si l'industrie même n'est pas florissante, quand on vend des téléphones, il y a des taxes. Vous voyez un peu toute l'histoire, c'est que l'activité économique est engendrée par n'importe quel produit, qu'il soit nocif ou non, profite jusqu'à un certain point au gouvernement. Mais y a-tu quelqu'un, quelque part, qui a décidé de réfléchir et dire... C'est bien beau l'économie, mais à un moment donné, est-ce qu'on met le prix de la santé de l'ensemble de la population un petit peu plus important dans la balance? Y a-t-il quelqu'un à un moment donné? Ou vous savez, l'industrie a des objectifs très précis. L'industrie sait quel produit ils veulent mettre sur le marché. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une infiltration de tous les comités du gouvernement pour que ces comités-là soient favorables à ce qu'ils demandent. Et lorsqu'ils se présentent vers les élus, ils leur présentent des pamphlets en leur disant « Regardez toute l'activité économique que ça va générer. Regardez les merveilleux produits et regardez, ça va faire ceci, ça va faire cela. » Quand on est élu dans un poste important en politique, subitement, on n'a plus le temps de rien faire. Est-ce qu'on a le temps de se pencher sur des problèmes techniques épineux et compliqués? Comme par hasard, la santé du public? Comme par hasard, la santé du public. Alors, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait confiance aux gens qui sont proches de nous, qui sont influents, qui ont des marques de succès. Vous savez qui c'est, finalement. Et l'industrie a essentiellement infiltré des organismes, même comme l'Organisation mondiale de la santé, chez qui la personne qui détermine si c'est dangereux ou pas, c'est un ingénieur en électricité qui fait ça. À l'OMS? À l'OMS, oui. Ah bon? Oui. En d'autres termes, l'OMS est une organisation politique qui, dans le fond, doit transiger avec toutes sortes de choses simultanément. Et ce n'est pas une organisation scientifique. L'organisation scientifique sous elle, qui est l'Agence internationale de recherche sur le cancer, elle a dit en 2002 et en 2011, vous savez, ces ondes-là sont associées au cancer. Vous devriez y penser, les boys. Mais apparemment, ça tombe sous l'oreille d'un sourd. Tout ce que l'industrie a à dire, c'est, regardez, l'OMS, nos amis, disent que, il y a des données, mais on est trop incertain pour agir, pour faire quoi que ce soit. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait, le pétrole, ça pollue l'atmosphère, mais on n'est pas trop sûr, on ne sait pas, c'est trop compliqué. Je vous écoute. Je vous écoute. Alors, il y a beaucoup de comités internationaux qui ont été, je dirais, qui ont été acquis par l'industrie, parce que l'industrie avait effectivement l'expertise pour parler de ces choses-là. Les biologistes étaient un peu intimidés par la
technique des télécommunications. Et ils se sont infiltrés partout pour avoir de l'influence. L'industrie serait infiltrée partout. C'est drôle, je suis d'accord avec vous. Là, vous avez écrit une lettre, vous, avec 180, 200? Maintenant, c'est rendu à 200, 250 plus. 250 personnes ont signé avec vous le 13 septembre 2017. Vous avez envoyé une lettre à l'Union européenne. Oui. Il est arrivé quoi avec ça? Absolument rien. On a posé la question à cette demoiselle-là, de l'OMS, qui est l'ingénieur, qui est supposé de protéger la population. C'était basé sur vous avez envoyé ça, ça se peut-tu au comité des normes des fréquences, ou je ne sais pas trop? Là? Oui, naturellement, il faut que ce soit envoyé. C'est pas moi qui a vraiment posté les lettres. Non, je comprends. C'est signé, et vous étiez à peu près 250 qui connaissent ça un peu? Oui, mais des gens qui ont travaillé là-dessus. Bon. Et une chose qui est relativement notable, c'est que les gens qui sont les plus fermes pour nier qu'il y a des effets sur la santé, c'est généralement les gens qui n'ont jamais rien fait, puis qui sont totalement ignorants. Souvent, c'est des gens qui ont une formation technique, une formation de physique, et qui disent, voyons donc, c'est pas ionisant ou c'est trop petit. Ils ont des arguments que j'appelle ça Mickey Mouse Science. En d'autres termes, une science simpliste qui peut satisfaire, je dirais, des gens qui y pensent 2 minutes pour rassurer. Donc, c'est des gens, dans le fond, qui nous mènent, qui sont des développeurs, qui veulent vendre des choses, et ultimement, c'est le public qui va payer pour ça, mais pas seulement le public, parce que les gouvernements eux-mêmes, ils ont des coûts associés à la morbidité humaine, puis à la mort, qui, dans le fond, doivent être absorbés par la société. C'est intéressant. Voilà, c'est les études qui m'intéressent. Comment se fait qu'il y a plusieurs études qui ne se rendent pas au bon... je ne veux pas vous embarquer quelque part, mais... Non. Allez-y. Il faut être là pour le voir. Moi, j'étais là quand certaines études ont été rapportées aux communautés scientifiques. Comme par exemple l'étude de Chu en 1992, où le gars, il expose des rats à des ondes de cellulaire, puis il y a plus que 3 fois et demi plus de cancer chez les rats qui sont exposés que chez les autres. Alors là, ils écrivent dans la... Ça prend énormément de temps pour que ce soit publié, parce que la US Air Force est impliquée là-dedans, puis ils veulent pas... Mais ils se rendent compte à un moment donné qu'ils ne peuvent pas ne pas en parler, parce que tout le monde chuchote dans les corridors, ils se disent « Où sont les résultats? Ça coûtait tellement cher. » Et finalement, les gens écrivent l'abstract et on voit les données, on se rend compte, mais c'est cancérigène, cette affaire-là. Là, il y a des réunions, puis les gens commencent à parler de petites bibites qu'il y aurait pu avoir dans cette étude-là ou dans cet autre, dans cet aspect-là. Puis on peut toujours trouver, c'est un peu comme un politicien, on peut toujours trouver quelque chose qu'on n'aime pas. C'est comme ça. Donc, les études scientifiques sont compliquées. Donc, si on veut dire, vous ne pensez pas que ça, c'est un peu douteux, puis que vous ne pensez pas que ça fait qu'on devrait peut-être faire d'autres études. C'est une solution fréquente de l'industrie. On va en faire d'autres pendant qu'on installe nos bébelles. Et après ça, il y a eu l'étude de Repaccioli, ou même sur des animaux qui étaient très disposés à avoir la leucémie, des souris. Il a doublé le taux de leucémie avec l'exposition. Mais l'industrie est toujours capable d'allonger la discussion au point où tout le monde se lasse, puis tout le monde se dit, est-ce que ça va finir, cette affaire-là? Et de toute façon, ils contrôlent le comité. Les comités, souvent. Ils contrôlent les politiciens. La raison pour laquelle, vous avez fait référence à ça, la raison pour laquelle les gens de l'industrie se présentent devant le sénateur Blumenthal puis disent, on n'a rien fait, puis on ne fera rien. Ils sont fermes à dire ça parce qu'ils se disent « on a les politiciens dans notre poche ». Trump, quelques semaines plus tard, dit « 5G, oui, 6, 7G, encore, s'il vous plaît, encore plus ». En d'autres termes, les politiciens sont sous l'emprise de l'industrie. Je vous laisse spéculer sur les raisons pourquoi ils sont si enthousiastes que ça. Là, vous venez de glisser quelque chose qui... Comment ça se fait? Puis vous êtes bien placé pour en parler. Vous l'avez... Je pense que vous connaissez le dossier quasiment par cœur. On va y aller de plus en plus vers la biologie. Ce qui arrive sur l'humain avec la 5G, qui
ces fréquences, comme vous dites, c'est pointu. Ça affecte vraiment les rats. Mais ça, on ne sait pas encore, vous savez, parce qu'il n'y a jamais eu d'études de fait sur la 5G et les rats. Il n'y en a pas d'études. Mais il y en a sur la 4G. Oui, en d'autres termes, la 3G. Le rapport et là, récent oui. du National Toxicology Program oui. qui est sorti oui. Il y a quelques mois, qui dit « Clear evidence of carcinogenicity », évidence claire de cancérigénicité. Bon, c'est cancérigène, cet agent-là. Les autres départements du gouvernement américain se rendent compte, mon Dieu, qu'est-ce qu'Apple va faire avec une histoire comme ça? Donc, les gens qui disent ça, ce sont des toxicologistes, des gens qui prennent des animaux, ils les exposent, puis ils comptent les tumeurs. Leur verdict est clair, comme celui de l'Agence internationale de recherche sur le cancer, tout comme le verdict de l'Institut Ramazzini. L'étude du NTP, National Toxicology Program, qui, en passant, a coûté pratiquement 30 millions de dollars US, on ne peut pas faire ça tout le temps et à répétition, bien, c'est une étude qui était sur l'exposition d'une personne qui a un téléphone. Et on a dit « clear evidence of carcinogenicity ». Il y a une autre étude. Ça, c'est quelqu'un qui a un téléphone cellulaire comme ça, oui, là? Oui, comme ça, là. Oui. Clear evidence of carcinogenicity. Après ça, il y a une autre étude qui a été faite à l'Institut Ramazzini, de grande réputation en Italie, pour évaluer l'effet des tours. En d'autres termes, vivre à proximité d'une tour. Et ce qu'ils ont dit, c'est on est totalement en accord avec le NTP. En d'autres termes, 2 études majeures, extrêmement chères sur des animaux, nous disent que ça donne le cancer. Et nos élus disent on va en mettre plus. C'est ça que je m'en allais dire. On ne parle pas de la 5G, là. Non, là, on va en mettre plus parce qu'on aime ça. On aime ça. L'industrie nous a donné un pamphlet puis ils nous ont dit que c'était pas dangereux. L'industrie qui, elle-même veut prendre de l'expansion, a fait les pamphlets puis explique qu'il n'y a pas de danger. Ça va bien? Qu'est-ce que c'est le lobbying? Le lobbying, c'est d'aller vers des politiciens et de leur présenter une certaine image de développement et de modernisme. En d'autres termes, on est tous prêts à accepter des idées optimistes de ce genre-là. Qui veut écouter un professeur qui dit vous allez en mourir de ça. C'est mauvais pour la santé. Il y a une population grandissante de personnes électrosensibles que vous rendez malades, qui ne peuvent plus tolérer ces environnements-là. Personne ne veut entendre des problèmes. Les gens veulent entendre des solutions. Il y en a une solution. C'est la fibre optique partout. Et ce que je dis, que dans la 5G, il y a plusieurs aspects qui sont embêtants. Il y a l'aspect de l'effet sur la santé des ondes. Il y a l'aspect de la vie privée, parce que le 5G, c'est la base de l'Internet des objets, qui est une manière de placer des espions partout dans votre maison. Et il y a l'aspect du réchauffement de la planète. Sous ces 3 aspects-là, la 5G est capoute. En d'autres termes, c'est une très mauvaise idée. Je suis content que vous parliez de l'accessoire. La 5G. Là, on va arriver à quelques questions qui vont approcher l'humain, dans la vie de l'humain. La 5G va avoir la possibilité de parler avec votre frigidaire dans la maison. Autrement dit, les ondes... C'est pas vous vraiment qui allez parler avec votre frigidaire. Ils vont vous laisser parler à votre frigidaire s'ils veulent. C'est que votre frigidaire va y mettre des choses. À eux. À eux. Puis donc, c'est pas à moi qui pense, là. Mais là, ils vont vous dire, si vous voulez savoir ce que votre frigidaire pense, pourriez-vous nous... Ça se vend, ces services-là. En d'autres termes, il n'y a rien qui est donné par l'industrie. En d'autres termes, une autre question que je me pose, c'est pourquoi ces industries-là, qui font beaucoup, beaucoup de profits, reçoivent des grosses subventions du gouvernement pour déployer leur système. Il me semble qu'on donne des subventions aux hôpitaux, aux gens pauvres, des gens dans le besoin. On aide les gens dans le besoin. Pourquoi est-ce qu'on est toujours prêt à donner des grosses subventions pour le déploiement de technologies ou de techniques florissantes de télécommunications? Il n'y a pas un petit peu de... Mais je pourrais vous le dire, mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez. Bien, pourquoi vous ne me le dites pas? Non, bien, pas compliqué. Il va y avoir des puces dans tous les accessoires
de votre maison à la grandeur. Oui. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure, là, Oui. il va y avoir une puce partout. Oui. Les fréquences, il va y avoir tellement d'antennes qui vont pénétrer dans votre maison et c'est l'antenne qui va aller chercher l'information. Elle sac pas mal de Ben oui. vous. Elle sac L'antenne, pas mal. elle peut vous donner des données, mais Elle vous pourrait, pouvez mais c'est en pas- transmettre à l'inverse. Et voilà. Et la base de l'Internet des objets est importante pour l'industrie et vitale parce qu'ils se disent ça va nous permettre de mettre des émetteurs partout. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec l'humain? Moi, là, je dis... J'écoute ce que vous me dites, là, puis essayez de me dire que je me trompe. À une autre époque, là, on ne connaissait pas tellement ça, le diabète, l'Alzheimer, le Parkinson. De plus en plus, avec les nouvelles fréquences, les nouvelles antennes, la 1G, 2G, 3G, 4G, ça augmente. Ça devient quasiment le standard dans la société. Ah, c'est comme ça. Il y a des études qui disent que c'est possible que ces antennes-là, que les fréquences... C'est pratiquement certain que l'environnement électromagnétique contribue à ces Je maladies-là. pensais que vous auriez douté de ce que je disais. Mais non, vous n'êtes pas si bête que ça. Non, mais ça a du sens. C'est vrai, ça? Ben oui. C'est que moi, en réalité, dans mon laboratoire à McGill, dans la première étude importante que j'ai faite sur les champs magnétiques, ma remarque, ça a été « ça dérange le métabolisme » et ça interagit avec l'action d'un médicament comme la metformine qui est utilisé par les diabétiques. En d'autres termes, il y a vraiment un terrain commun d'interaction entre les ondes électromagnétiques et le métabolisme. Et on peut voir que, également pour des maladies comme Alzheimer ou Parkinson's, qui sont très, très sensibles aux radicaux libres, bien, c'est un facteur également. Un article de 2019 là, que j'ai publié montre que les ondes électromagnétiques sont aussi puissantes ou plus puissantes que l'oxygène pour générer des radicaux libres, reactive oxygen species en anglais. Donc, les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont agressives, qui sont produites par le fait que vos cellules vivent. Mais ça, c'est inévitable que vous utilisiez de l'oxygène pour vivre. Mais les champs magnétiques, eux, sont fabriqués et sont ajoutés et sont pires que l'oxygène en termes de détérioration cellulaire. Martin Blank, un chercheur remarquable qui a travaillé sur le sujet pendant toute sa carrière, disait « c'est comme la radiation ionisante, mais plus lent ». En d'autres termes, le processus se produit simplement plus lentement. Mais les radicaux libres sont un objet d'inquiétude pour l'évolution et même la source de toutes ces maladies-là, incluant l'autisme. Mais voyons donc. Mais la population est habituée à tolérer ces choses-là. Et en d'autres termes, quand on a le cancer, une victime peut se dire c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose de pas correct ou c'est une injustice génétique. Mais en réalité, est-ce qu'on ne devrait pas faire tout ce qu'on peut pour éviter que des gens aient le cancer ou l'aient plus tôt ou en meurent? Mais en réalité, on a des évidences scientifiques très convaincantes pour dire que les ondes électromagnétiques font exactement ça dans les générations de cellulaires qu'on connaît, mais on veut en ajouter une autre couche. Encore pire. Parce qu'il y a des gens qui ont fait du lobbying auprès des politiciens qui leur ont dit que c'est une très, très bonne idée de faire ça. Mais c'est vrai que le Parkinson, l'Alzheimer, qui n'était pas vraiment existante avant l'ère des cellulaires, donc des ondes, on ne peut pas dire que les ondes électromagnétiques ont créé ces maladies-là. Non. Mais ce que l'on sait, c'est que les ondes électromagnétiques créent des radicaux libres et que les radicaux libres vont soit créer ou empirer ces maladies-là. Donc, il y a d'autres facteurs dans l'environnement. Les ondes électromagnétiques, ce n'est pas le seul facteur dans l'environnement. Mais la question, c'est pourquoi en ajouter un autre lorsqu'on a une technique de transmission de données incroyablement plus puissante sur laquelle on peut se rabattre? Et pourquoi exclure de la société les personnes électrosensibles qui sont incapables? C'est à peu près 4 % de la société qui ont des symptômes certains intolérables.
lorsqu'ils sont soumis à ces radiations-là. Ces gens-là cherchent des maisons ailleurs. Il y a des gens qui m'appellent régulièrement qui me disent « On voudrait s'en aller, mais notre business est à Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous savez où ils vont installer les antennes? Est-ce qu'il va y en avoir près de chez moi? » Ces gens-là souffrent réellement. Et malgré tout ça, les élus continuent comme si de rien n'était en se disant que c'est rien que 4 % de la population, c'est pas comme ça qu'on va perdre des élections. Incroyable. Moi, je veux savoir quelque chose. Selon vous, y a-t-il des études qui font en sorte et qui démontrent que les ondes à pulsion électromagnétique influenceraient quasiment l'ADN, pourraient influencer l'ADN? Vous le savez très bien. Non, je la pose, la question. Oui, je sais que vous êtes très naïf, mais, le rapport du NTP est très clair que... Il confirme? Confirme que les ondes des cellulaires détériorent l'ADN avec le test de la comète, qui est le standard. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Lorsque les premiers tests de la comète vis-à-vis des ondes électromagnétiques ont été publiés à la Société de biais électromagnétique, c'est Jerry Phillips, un Américain, qui a publié ça. Je me rendais, payé par Hydro-Québec, à cette réunion-là, et ce que j'entendais dire par mes collègues, c'est le Comet Test. C'est pas un bon test. Ça vaut rien, ça. Ça, c'est des ingénieurs. Ils connaissaient rien là-dedans. Mais ils propageaient l'idée, entre eux, que le Comet Test n'était pas valide. Alors, à cette réunion-là, je suis allé voir Phillips. Je lui ai dit, Docteur Phillips, on m'a dit que le test de la comète n'était pas vraiment très bon. Il me regarde, il se demande qui je suis, puis il dit « It's an excellent test! » Puis, au cours des années, je me suis rendu compte que, dans le fond, les ingénieurs propageaient entre eux des idées, des fantaisies pour, essentiellement, montrer un genre de fidélité à leur industrie. Et finalement, le test de la comète, c'est la meilleure méthode qu'on a à l'heure actuelle pour documenter l'effet sur l'ADN des agents nocifs. C'est ce qu'on appelle le gold standard. Mais pour l'industrie, c'est jamais assez beau. Il y a toujours un doute quelque part, il y a toujours une hésitation. Au début, les gens de l'industrie disaient « les interactions avec le matériel vivant sont absolument impossibles ». Au cours du temps, c'est devenu de plus en plus difficile de faire croire ça. Là, maintenant, ils disent il y a des interactions, mais on ne les comprend pas assez pour changer les limites thermiques. Et il va toujours avoir ce genre de discours-là. On est toujours prêt à plier un petit peu, mais on ne veut jamais changer les limites d'exposition humaine parce qu'on va avoir les mains libres pour vendre et pour déployer ce qu'on veut. Et ça, moi, j'estime que c'est hautement immoral. Et j'ai posé pas mal de questions. Il y a des ingénieurs qui m'ont appelé à ce sujet-là. Ils m'ont dit, vous savez, on a un code d'éthique, nous. On ne devrait pas mettre sur le marché des choses qui sont dangereuses. Je me dis, ouais, vous avez parfaitement raison. Mais je pense que l'avocat de l'Association des ingénieurs au Québec a publié une lettre récemment disant que le code d'éthique des ingénieurs, c'est de suivre la loi. Si le gouvernement fédéral dit que c'est correct, c'est correct. Apparemment, c'est ça le code d'éthique des ingénieurs. Moi, je pense que c'est la même chose que pas de code d'éthique. Mais là, vous confirmez que le gouvernement du Canada est vraiment le kingpin à ne pas bouger. Là. Il n'y a rien qui va se passer, puis c'est go, on avance. Moi, je pense qu'il faut que ce soit des initiatives séparées. Le gouvernement est beaucoup trop croûté et beaucoup trop distant de la réalité pour voir ces choses-là. Je pense que tout ce qu'ils peuvent voir... Il y a des revues périodiques prétendument scientifiques du Code 6. Alors, il y a des gens qui disent, on n'a pas le temps réellement de regarder ça, là, mais on pense que tout est beau. C'est vraiment une farce. Ces comités-là de revue, ce sont des gens qui sont utilisés pour, justement, arriver à un certain but. Et les gens qui ont vu pendant longtemps ce processus-là de déni de la science réelle l'ont comparé au système de Procrustes.
Non. Vous connaissez ça, le système de Procrustès? La légende de Procrustès. Ouais. Vous connaissez ça? Ben là, je vais en entendre parler, là. Bon, ça, c'est une thèse de doctorat de Don Meich dans une université en Australie qui était tellement scandalisé de voir les processus de l'industrie qu'il a dit, bon, ben c'est exactement comme Procrustès. Procrustès, c'est un individu qui se promenait sur les routes de Grèce. Puis il disait aux gens, il dit, je vous invite à souper chez moi. Puis, il y a chez moi un lit magique. Il coupait les pieds, lui. Non, je vous écoute. Vous connaissez l'histoire? Oui. Un lit magique qui est extraordinaire. Il s'adapte exactement à la grandeur des clients qui dorment dedans. Alors, les gens étaient fascinés. Ils allaient souper chez Procrustès. Et ce qui se passait, c'est que si le client était trop petit pour le lit, Procrustès les écartelait avec une machine Pour fitter dans le lit. pour fitter dans le lit, OK. si bien qu'il en mourait. Et s'il était trop grand pour fitter dans le lit, il leur coupait les jambes pour qu'il fitte dans le lit. C'est ça. Tout le En monde d'autres fait. termes, du point de vue des comités qui étaient dominés par les ingénieurs, il y avait toujours un seul dénouement possible. Il n'y en a pas de problème parce que nous, On on s'arrête. prend la place. Procrustès, en particulier, a été tué par un héros, Thésée. Hey, j'ai des questions à vous poser maintenant. Moi, je trouve ça intéressant. Gênez-vous pas pour y aller. Le classement, là, je lisais que c'est classé les ondes électromagnétiques classées 2B. Parlez-moi de ça. Moi, ce que je comprends pas, là, Doc, j'ai un problème. Comment ça se fait? Tiens, on va y aller dans l'ordre. La santé publique n'est pas prise en considération dans l'histoire du développement et du déploiement de la 5G. Non. Actuellement, à Montréal, il y a, vous connaissez Montréal, vous restez à Montréal. Vous êtes dans l'arrondissement à Verdun. Il va y avoir un arrondissement qui s'appelle, je pense que c'est Sainte-Marie. C'est celui où il y a l'hôtel de ville, une partie du centre-ville. Ça va être les cobayes humains. C'est en déploiement, vous le savez, c'est presque achevé. Ils vont la déployer, la 5G, la tester. Comment ça se fait qu'il y a personne qui s'en occupe? Est-ce que c'est... Ben, il y a des citoyens qui s'opposent. Non, mais je veux dire, non, les citoyens s'en occupent. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du gouvernement, au niveau des élus, comment ça se fait qu'il y a personne? Vous l'avez dit tout à l'heure, là, peut-être qu'on a un problème au niveau des élus, mais ce que je me pose comme question, c'est comment se fait-il qu'il n'y a aucun élu qui suive votre raisonnement, qui suive le raisonnement qu'on s'en va vers une 5G qui fait mal, là. Là, vous êtes... Moi, je me rappelle de ce que vous dites, là. Pas bon pour le cancer. Ça modifie même, on ira jusqu'à dire, l'ADN. Puis j'ai quelques questions tout à l'heure, puis je sens déjà que vos réponses vont aller dans ce sens-là. Là. Pas bon pour le système, cela, là. Pour l'humain. Non. Comment ça se fait? Bien, apparemment... Je comprends que vous me dites, Gilbert, c'est l'économie. Tout est pris en considération. Mais à un moment donné, l'économie, si vous me dites que la fibre optique est... Combien de fois, là, vous m'avez dit? Au moins 100 fois plus fort que plus rapide? Millions. Millions de fois plus rapide la fibre optique que la 5G, Pas 6G. pas actuellement, parce que vous savez que le 5G, dans le fond, le bout sans fil du 5G, il se connecte sur la fibre optique, lui. Ben oui. C'est juste le dernier petit bout Oui. qu'on résiste à vous donner sous forme de fibre optique. Parce qu'on pense qu'il y a plus de profit à faire à vendre du sans-fil. Ben oui, ça va prendre combien de temps pour installer ça? Des antennes, ça prend 40 000 antennes, la façon que vous me parlez, à tous les 5-6 maisons? C'est quand même assez rapide quand il y a beaucoup de profit au bout, puis on se dit, ben on n'a rien qu'à mettre une antenne, puis après ça, les gens, ils s'achètent des téléphones, puis après ça, ils nous payent, puis on n'a pas grand-chose à faire en bout de compte. Vous savez, c'est des choses, ça, c'est très lucratif, malgré tout. Oui, je comprends. Mais là, ça fait 2-3 fois que vous me dites que c'est lucratif, Gilbert. Mais j'ai un problème, là. Il y a une réaction biologique. L'humain réagit à ces fréquences-là. Oui. Et c'est des pulsions qui rentrent et sortent. Hein? Oui. Comment se fait-il que votre message passe pas? Hey, vous n'avez envoyé, là,
l'ONU, l'OMS, un petit peu tout partout, Le des message des études. scientifiques passe pas, tout simplement parce que, je crois, les gens ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles. Ils veulent pas comprendre qu'on a brûlé trop de pétrole puis que la planète est en train de surchauffer. Ils veulent pas le savoir, ça. Même quand... L'idée, c'est que peut-être pour le pétrole, on n'avait pas grande alternative parce qu'à une certaine époque, on n'avait pas autant de techniques pour faire des piles solaires ou faire des éoliennes. Mais dans ce cas-ci, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on a des alternatives qui sont très profitables parce que pour avoir des réseaux de communication de grande envergure, c'est un réseau national de fibre optique qu'il faut avoir. Aux États-Unis, il y a des municipalités qui prennent sur elles-mêmes de l'installer. Ah, ce que M. Clinton voulait faire, finalement, il y a des... Non, mais M. Clinton, il voulait avoir un réseau national. Il voulait que tout le monde en ait de la fibre optique. Il pensait que ça se produirait dans les quelques années suivantes. Parce que, effectivement, c'est... Parce que c'est une très bonne idée. Tout le monde le sait que c'est une bonne idée. Mais à l'intérieur de l'industrie même, c'est les gens du sans-fil qui avaient l'argent, puis qui avaient des profits, puis qui avaient le vent dans les voiles, parce qu'ils ont été, eux, déréglementés. Ça fait une différence, la déréglementation, vous savez. Bien là, tout le monde... Ça me fascine. Je suis content que vous soyez venu. Je suis content que vous soyez venu pour expliquer ça, parce que je me pose la question... en passant à une ville, c'est-tu assuré, ça, une ville? Ah, vous voulez parler d'assurance? Vous savez que les télécoms Non, mais c'est parce que je me pose la question, si la 5G, c'est pas une bonne affaire, écoutez, une ville, c'est assuré, ça, s'il y a du monde qui se choque, puis là, qui disent « Hey, j'ai le cancer », ou non, « Hey, vous me suivez? » Oui. C'est assuré, une ville? Bon, les villes, dans le fond, ils sont assurés par leurs taxes. Et une des idées du 5G, c'est assez ingénieux, c'est que vous savez que les compagnies de télécommunications n'ont pas d'assurance pour les effets sur la santé. En d'autres termes, si à un moment donné, je vous le confirme, c'est reconnu qu'ils n'ont pas d'assurance et qu'ils entrent en banqueroute, ils vont être en banqueroute. Et il n'y a personne qui va payer pour les dommages quand, supposons, 10 000 personnes les poursuivent pour avoir causé un cancer. Ils ne sont pas assurés pour ça parce que les compagnies comme Lloyds et Swiss Re ne veulent pas les assurer parce qu'ils disent que le risque est trop grand, parce qu'il y a des évidences scientifiques qui, eux, ils n'ont probablement pas d'opinion scientifique précise, mais ils se disent que ça pourrait nous sauter dans le visage à n'importe quel moment. Donc, une des ambitions de la 5G, c'est de s'implanter un peu partout sur un domaine public, sur des terrains qui sont la propriété des municipalités. Et en faisant ça, ils vont payer des petits loyers aux municipalités. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. Et ça veut dire, dans le fond, que la municipalité va être partie prenante dans leur industrie. Donc, ce qu'ils veulent, les télécoms, c'est quand vous allez nous poursuivre, c'est vos municipalités que vous allez poursuivre en même temps. Ben oui, on vous paye, on loue. Donc, vous êtes dans le bateau. Vous avez le doigt dedans, donc vous êtes là. Donc, il y a cet aspect légal-là qui est relativement... Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de villes aux États-Unis qui se sont mis ensemble pour poursuivre la FCC. Parce que la FCC fait des lois de plus en plus odieuses. Vous êtes peut-être au courant de la section 704 de l'Acte des télécommunications aux États-Unis. Ça, c'est la section 704 dit que vous n'avez pas le droit de vous objecter à l'implantation d'une tour cellulaire sur la base de la santé. C'est interdit. En d'autres termes, ce que ça dit ça, c'est que s'il y a une réunion, disons, dans une municipalité pour discuter d'une tour de télécommunications, c'est interdit de mettre sur le tapis que c'est dangereux pour la santé. Comment vous l'appelez, cette loi? La section 704 du Telecommunications Act, je pense que c'est 1996. Et là, ils sont en train de passer des lois disant que les municipalités, vous autres, vous êtes obligés de nous donner des autorisations dans un certain délai. Sinon, on vous met à l'amende. En d'autres termes, la FCC, elle est poursuivie par Robert Kennedy Jr., comme vous le savez. Oui. Oui. Lui, comment se fait qu'il ne réussit pas à passer son message? Robert Kennedy Jr.? Oui.
vu que c'est un Canadien? Bien là, il me semble. Ben, il n'est pas exactement pro-establishment, n'est-ce pas? Il a Ben, tendance à vouloir défendre le citoyen contre les abus des hautes... Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Bien, les États-Unis, c'est un endroit un peu étrange. Vous savez que dans la philosophie américaine, de faire de l'argent, c'est une vertu fondamentale. C'est la base. C'est la base de tout. Donc, peut-être qu'ils sont un peu plus à droite que la plupart des nations du globe. OK. Fait qu'il y a de la misère, notre ami Kennedy? Bien, il y a de la misère. Il y a eu un jugement de 300 quelques millions de dollars contre Monsanto relativement au glyphosate, comme vous le savez. Donc, c'est pas qu'il y a toujours de la misère. Non, mais 300 millions, on ne règle pas le cas. Et là, il y a une poursuite contre la FCC pour avoir caché au public américain les impacts sanitaires réels des ondes électromagnétiques. Exact. Oui. Et je vous confirme, Doc, vous m'impressionnez. Vous m'impressionnez, votre section 704. C'est bel et bien écrit. La 5G est la technologie de base des villes intelligentes et du programme 2030 des Nations unies. Une ville en Californie a bloqué le projet pour des raisons de santé. Elle a essayé. C'est pas réglé. Et c'est bel et bien écrit. Va-t-elle résister à la loi de 1996 sur les télécommunications signée par Bill Clinton, selon laquelle les problèmes de santé ne peuvent pas être pris en compte? En réalité, dans la loi, c'est écrit grave. « environmental problems », mais les cours aux États-Unis ont interprété ça comme signifiant tous les problèmes de santé. Ne peuvent pas être pris en compte. Considération. En d'autres termes, vous devez l'endurer. On vous irradie de plus en plus. Vous n'avez rien à dire, vous devez l'endurer. Vous ne voulez pas ce service-là, on s'en fiche, on vous irradie pareil. C'est ça, on le met. Puis il y a pas... J'ai des questions. Bien, il y a la ville de Sutton qui, apparemment, elle, a le courage de dire quelque chose. Mais à Montréal, je peux vous le dire tout de suite, après vérification de 8 personnes qui se sont levées au micro pour aller demander à l'administration actuelle, la personne qui est en charge de ce dossier-là s'appelle François Croteau, que vous connaissez peut-être à Montréal. Envoie tout le monde à Industrie Canada. C'est pas nous autres, on peut rien faire. Quand j'entends un politicien au municipal dire « je ne peux rien faire je me dis « hey, premièrement, lève-toi debout, envoyez une lettre, va à Ottawa, puis parle-en. » C'est déjà ça? Notre ancien ministre de la Santé m'avait dit exactement la même chose. Il dit « moi, je peux rien faire. » Ben là, En d'autres termes, nous, on est des victimes. C'est ça, je peux rien faire. C'est ça. C'est quand on ne veut pas s'occuper de quelque chose, pour toutes sortes de raisons. Parce que là, ça se déploie à Montréal. Là. Il va y avoir un arrondissement qui va être cobaye. Va faire mal, celle-là. Là. Oui. Bien mal. Hey, moi, j'ai quelques questions que les gens... D'ailleurs, j'en avais quelques-unes aujourd'hui, mais là, j'ai dit, tiens, je vais y poser. J'ai demandé à des gens, envoyez-moi des questions. Puis je vous le dis, il y en a qui ne sont pas... vous la verrez pas venir, celle-là. Je pense que c'est une facile. Technologie 5G. Est-ce que, une fois que c'est installé, ça veut dire déployer 40 000 antennes à Montréal qui fait mal à tout le monde, qui rentrent dans les maisons, qui vérifient exactement ce que vous faites avec votre frigidaire, votre laveuse, votre sécheuse. L'information va revenir chez le distributeur qui va vous envoyer de l'information par l'entremise de Facebook, les réseaux. Tout va se savoir. On sait ça? On sait ça. Puis qui se fout pas mal de votre cancer. Puis bon, est-ce que Samsung... ces antennes peuvent parler aux antennes de Rogers? Une fois que la 5G est installée, est-ce que les compagnies comme Samsung, Rogers, Ericsson ou Huawei, Huawei au Canada, ils aiment bien Huawei, eux autres. Ils se parlent-tu entre eux autres, les antennes 5G? Normalement, là, ces systèmes-là... Vont-tu se prêter entre... Ils sont installés complètement séparément parce que c'est plus ou moins des compétiteurs. Bien. Ils peuvent faire des ententes, parfois pour dire on pourrait partager un poteau, une antenne, puis faire de la colocation. Ils peuvent faire ça. Mais ils n'utiliseront pas les mêmes... Bien, ils n'utiliseront pas les mêmes antennes, mais ils pourraient utiliser les mêmes structures. C'est une difficulté aux États-Unis d'essayer de gérer cette histoire-là. Est-ce qu'on voudrait réduire le nombre d'antennes? Parce que finalement, si on a l'autorisation d'en mettre une à toutes les 5 maisons, puis qu'il y a 5 compagnies qui veulent en mettre, voyez-vous ce que ça va faire? On va en avoir devant chaque maison. C'est ma question. C'est ça. Il n'y a pas d'entente, c'est pas réglé. C'est pas encore réglé, cette histoire-là. Okay. C'est relativement épineux parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hey!
C'est ça. Chacun va avoir son antenne sur sa maison. Oui. Mais ça peut être une antenne d'un compétiteur. C'est beau. OK. Non, mais quelqu'un a posé cette question-là. Ils vont être bien contents d'entendre ça, qu'effectivement, je sens que la question était dans le sens coudonc, on va-tu avoir une antenne par compagnie? Mais ça en fait, ça. Il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec vous et qui disent que. Et là, vous devez défendre votre point. Il y en a qui disent que la 5G va utiliser beaucoup plus. Non, la 5G va utiliser beaucoup moins d'électricité, donc il y a un avantage. Bien, effectivement, une antenne 5G, vu qu'elle va irradier dans un volume beaucoup, beaucoup plus petit, puis même sur une distance beaucoup plus réduite, une antenne 5G va utiliser moins d'énergie qu'une antenne 4G, qui est beaucoup plus loin, puis qui va irradier dans un très grand volume. Mais si on considère le nombre d'antennes qu'ils vont utiliser, là, le gain est totalement éliminé et en fait, c'est très gourmand en énergie. Et à mesure qu'on augmente la fréquence de l'électronique, les pertes d'énergie augmentent. En d'autres termes, si la 5G utilise toutes ces cartes, en d'autres termes, en dessous même d'un gigahertz, à 2,5, à 5, à 2,5, à 25 gigahertz et jusqu'à 100 gigahertz, qui donne le trafic le plus rapide de données, bien, il va avoir une gourmandise substantielle. Les estimés sont que ça peut être 5 de l'énergie mondiale à l'heure actuelle qui pourrait être impliquée dans la 5G. C'est comparable probablement à l'industrie de l'aviation. Donc, aller vers le 5G, c'est ultimement hypothéquer davantage notre lutte contre le réchauffement climatique. On ne parle pas d'une antenne, on parle de millions d'antennes. On parle du déploiement de l'ensemble de la technologie 5G. Ah, donc, vous n'êtes pas trop d'accord avec cette question. OK. Est-ce que c'est vrai que la 5G est capable d'éteindre des antennes qui n'ont pas à être allumées? Autrement dit, des tours. J'en déduis que c'est ça qu'il voulait dire. Il y a des tours qui n'ont pas besoin d'être fonctionnelles à certains moments, j'imagine. Donc, pendant qu'elle ne sert pas, il n'y a pas d'utilisation d'électricité. C'est une des possibilités de la 5G qu'il n'y avait pas dans les précédentes. Bien, je ne suis pas sûr de la question. C'est écrit « éteindre les antennes ». Il y a des téléphones DECT, par exemple, là, que vous avez chez vous, des téléphones sans fil, pas des cellulaires, mais des téléphones sans fil. Eux autres, ils émettent tout le temps, même s'il n'y a rien qui se passe. Vous ne servez pas du téléphone, ils émettent quand même. Donc, je ne trouve pas ça très remarquable. Un téléphone cellulaire que vous avez déjà, il n'émet pas ou il émet peu ou pas grand-chose. Il va émettre de temps en temps pour reconnaître où il est, là. Il n'émet pas vraiment lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de mirobolant, le fait que quand on ne transmet rien, on n'émet pas. C'est juste... mais ce qu'on veut, c'est que avec l'Internet des objets, il va y avoir tellement de choses à se dire, ces antennes-là, qu'elles vont toujours être actives. Ça, moi, ça m'impressionne. Ça. Vous n'avez pas parlé beaucoup de ça, mais... De l'Internet des objets? L'Internet des objets, là, la 5G, okay, je vais vous raconter quelque chose. La possibilité de la... Regardez l'Internet. Vous avez un ordinateur. Sur votre ordinateur, là, il y a une adresse IP. Oui. Internet Protocol. Oui. Il y a un certain nombre de chiffres là-dedans. Oui. Il y a la version 4 puis la version 6 de ça. La version 4, là, est presque pleine parce qu'on a tellement de gens qui voulaient avoir des adresses Internet. Donc, on a la version 6 qui est beaucoup plus longue, le nombre de chiffres. Si vous deviez remplir l'espace et remplir toutes les adresses de la version 6 de l'Internet avec des objets qui ont la grosseur d'un téléphone cellulaire, quel volume est-ce que ça aurait? En d'autres termes, vous prenez la version 6 de l'Internet, qui est la vision des ingénieurs, puis vous mettez dans un téléphone cellulaire une adresse chacun. Si on remplissait toutes les adresses, ça occuperait quel volume? De l'ensemble des adresses disponibles? De tous les ensembles disponibles dans la version 6. En pourcentage? Non, en volume. Est-ce que ce serait aussi gros que la Terre? C'est ça, là. Je sais pas.
ça occuperait tout le volume entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. En d'autres termes, il y a des possibilités de... Eh boy! Il y a des possibilités un peu démentes, dans le fond, dans l'enthousiasme de l'industrie à saturer tout de leurs produits. Mais non, mais là, ils veulent contrôler tout. Là, ils vont savoir tout ce qui se passe partout. En réalité, du point de vue de la vie privée, là, s'il y a des gens à l'extérieur qui savent beaucoup plus de choses sur vous que vous n'en savez vous-même, ça devient jusqu'à un certain point une perte d'identité. Si vous êtes toujours surveillé, ça devient une certaine perte d'identité. Puis c'est ça que Boris Johnson disait aux Nations unies en disant, les histoires de villes intelligentes, là, ça peut être une certaine utilité, mais ça peut être une menace à ce qu'il appelait la philosophie de l'Empire britannique. Mais je voudrais plutôt appeler ça la philosophie de la civilisation occidentale. En d'autres termes, il y a peut-être, dans certaines mentalités, une acceptation du fait qu'on va être déshabillé, puis tout va être connu par d'autres. Et quand c'est connu par d'autres, ce n'est pas nécessairement par vous, c'est par les gens qui ont la capacité d'engranger et d'interpréter toutes ces données-là. La NSA, National Security Agency, le gouvernement canadien, Google, Apple, le gouvernement chinois, eux deviennent des marchands d'informations. Et ils dépendent de la 5G pour avoir de l'information, pour mieux vous connaître plus intimement. On va mettre une antenne devant votre maison. Ben oui, c'est ça. On ne sait pas exactement ce qu'elle va faire, l'antenne. Non, ça va être déterminé dans l'avenir et par d'autres. Et malheureusement, les lois, nos élus ne sont pas au fait de ces choses-là. La seule loi que je connais qui est correcte, là, vis-à-vis, par exemple, des compteurs intelligents, là, c'est la loi du New Hampshire qui dit vous installerez ça nulle part sans l'autorisation écrite et répétée de la personne qui vit là. Puis les informations, là, c'est des informations à eux, c'est pas à vous. Ils ont des lois, eux, qui protègent la liberté individuelle. Oui, je suis d'accord avec vous. Et là, je voulais avoir... Ça affecte le système humain, ces fréquences-là. Oui. Je veux, sans reculer dans le temps, juste faire un petit à côté. Il y a actuellement des compteurs intelligents dans la plupart des maisons au Québec. Oui. Eux aussi affectent le système? Bien, il y a des électrosensibles qui ne peuvent pas le tolérer. Et comment ça se fait qu'on n'a pas ça, nous autres, que je signe si je le veux, ce compteur-là? Ça rentre, ça, c'est automatique? Parce que le gouvernement du Québec et l'Hydro-Québec et l'Office de l'énergie s'entendent bien, il faut croire. En d'autres termes, ça a été imposé. Ils auraient pu installer des compteurs intelligents sur fibre optique. Hydro-Québec aurait pu dire, bien, on va vous en faire un réseau. Un réseau de Hydro-Québec aurait pu dire on va faire un réseau de fibre optique, puis on va être là-dessus. Mais dans le fond, ce qui est logique du point de vue technique, logique du point de vue psychologique, c'est pas nécessairement logique du point de vue des acteurs qui ont des intérêts à protéger, ont toutes sortes de motivations que nous, le commun des mortels, ne pouvons pas comprendre. Donc, on a des compteurs intelligents un peu partout. Il y a des gens qui réagissent et on sait très bien que ces compteurs intelligents émettent des impulsions sans arrêt et qui se passent des impulsions les uns aux autres. Il y a des gens où ils ont des paquets de compteurs parce qu'ils vivent dans un endroit à multilogement. Ils sont irradiés par plusieurs compteurs. Les compteurs, agissent comme transmetteurs pour les informations des maisons avoisinantes, si bien que c'est pas que le compteur... On vous a présenté ça, que le compteur allait relever votre consommation d'électricité. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il allait la relever très souvent, puis qu'il allait transmettre par impulsion la consommation de tous vos voisins. Donc, là, l'exposition n'est pas triviale. En d'autres termes, on vous présente les choses de la manière qui fait très bien l'affaire de l'entreprise. Et ces compteurs-là ont également des capacités supérieures du point de vue du calcul de votre consommation électrique. Avant, on vous facturait pas. Premièrement, le compteur, son électricité à lui, c'est vous qui l'a payé. Ben oui, c'est mon compteur. Non, c'est le compteur d'Hydro. Quand il s'agit d'avoir la propriété sur le compteur, mais quand il s'agit de payer pour ce qu'ils consomment, c'est vous qui payez.
c'est vrai, dans le fond. Oui, c'est leur compteur. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas pour? Mais c'est quelques centaines de dollars par année, peut-être, ce compteur-là, que ça vous coûte. Donc, puis aussi, ces compteurs-là sont capables de comptabiliser et de vous facturer la puissance réactive qu'on ne vous facturait pas du tout auparavant. En d'autres termes, maintenant, Hydro-Québec, je pense que c'est 80 de la puissance réactive qui vous facture. Donc, les gens qui disent, bien, ça a augmenté, il y a des raisons exactes pour ça. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Est-ce qu'on a l'article, parce que ma dernière question est reliée avec, vous saviez qu'en 2010, on a en 2010, il y a quelque chose qui a été écrit concernant les antennes et vers quoi on s'en allait. Cellulaire, et on disait qu'il y a des effets biologiques. On est en 2010. Et je pense que les journalistes étaient de votre côté. En fait, l'information était claire. Le doc a raison, ou en 2010 avait raison. Il y a des réactions chez l'humain. Qu'est-ce qui est arrivé entre 2010 et l'article que vous allez voir maintenant en 2020? Là, comprenez-vous ce que je dis? 10 ans plus tard, là, on est rendu à la 5G. Là, c'est l'inverse. La 5G n'affecte pas, n'affaiblit pas le système immunitaire. Non, mais écoutez, ça, c'est absolument basé sur rien. En d'autres termes, moi, je ne vous dis pas que la 5G a un effet substantiel sur le système immunitaire. Je vous dis, il y en a un effet. Il y en a un? Il y en a un, mais c'est peut-être pas un effet très grand. On ne l'a jamais vraiment mesuré. Okay. On a des mesures là-dessus, comme je vous ai expliqué, qu'au début, les radiations éveillent le système immunitaire. Puis après un certain temps, dans les expositions à long terme, elles atténuent le système immunitaire. C'est ça qu'on sait. Mais on n'a pas suffisamment de données pour dire ça de manière ferme, okay. Puis en quelque sorte... Mais personne ne peut dire le contraire, par contre. Mais en réalité, ça, il n'y a rien qui prouve ça. Et ce qui est surprenant, c'est jusqu'à quel point l'industrie est prête à dire n'importe quoi aux élus pour arriver à leur fin. En d'autres termes, ils mentent de manière éhontée. C'est vraiment surprenant parce que moi, je suis sur des comités publics aux États-Unis, puis je vois ce que les gens engagés par la Cellular Telephone Industry Association disent. Et ils sont prêts à dire absolument n'importe quoi pour sauver les meubles puis pour avoir la décision qu'ils veulent avoir. C'est un peu comme Procrustès. Ça va fitter dans le lit. Ça va fitter dans leur idée. Puis on va dire tout ce qui est nécessaire, on va faire tout ce qui est nécessaire pour passer nos produits. Parce qu'eux, ils ont quelque chose à vendre. Coudon, y a-tu des élus qui... Ils n'ont pas le temps. J'ai une autre petite question. Oui. Connaissez-vous Mark Steele, spécialiste de système d'armement? Quelqu'un qui est arrivé avec la question. À la lumière de documents de Mark Steele, spécialiste en système d'armement, la question qui a été posée, pouvons-nous penser qu'il y a un lien entre les nanoparticules présentes dans les vaccins et la 5G? Mais ça, c'est une question sur les... Moi, c'est pas moi qui l'ai posé. Les nanoparticules présentes dans les vaccins. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai dit, je vais prendre des questions qu'on m'envoie. Je me dis, bon, OK. Ça, je dois dire que c'est un peu loin de ma spécialité. C'est ce que je me disais, mais la question a dit, il y a 5G. La personne a dit, OK, on va faire un lien avec les deux. Il se dit que Bill Gates, qui a donné beaucoup d'argent à l'Organisation mondiale de la santé, peut-être que c'est parce qu'il veut vendre des vaccins, puis qu'il est impliqué dans le laboratoire de Wuhan également. Non, mais je suis content que vous ayez la rapidité d'esprit de dire, OK, c'est loin de ma... J'apprécie énormément. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne répond pas à une question, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Vous n'avez pas à répondre à ça, puis vous n'êtes pas certain de comprendre la question. Je trouve ça fantastique. Avez-vous quelque chose, vous, à rajouter? Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'aurais aimé ça qu'on parle encore plus du mal que peut causer la 5G, vers quoi on s'en va. Si moi, je n'avais rien qu'une question, c'est-tu vrai que le 5G, vous me parlez tout à l'heure de Gilbert, c'est des faisceaux?
Hein? La 1G, la AM/FM travaillait tellement dans une grande dimension. Puis plus on s'en va vers la 2G, 3G. C'est dirigé. Puis là, la 5G s'en va vers un style faisceau et peut réussir à augmenter la température. Oui, c'est un peu un problème pour eux, ça. Donc, en augmentant la température, est-ce que c'est vrai qu'on peut diriger, par exemple, à un endroit précis et faire augmenter la température? Autrement dit, s'il y a quelqu'un qui se situe là... Vous parlez du Active Denial System de l'armée, ça. Oui, mais là, c'est ça qui m'intéresse parce que... ça, dans le fond... Non, mais ça existait-tu avant ou c'est la 5G qui a cette propriété-là? C'est pas la 5G, c'est que c'est évident, dans le fond, quand on sait que les micro-ondes chauffent le tissu, que c'est une application qui est pas mystérieuse, c'est absolument évident, mais c'est un effet thermique, ça. En d'autres termes, c'est pas quelque chose de subtil ou d'inconnu. On sait que si on met suffisamment d'énergie, on va chauffer comme d'un micro-ondes. Puis si on peut focaliser ça puis envoyer ça à distance avec un gros système, et même un système un peu miniaturisé, on va avoir une méthode pour chauffer la surface des individus. Fait qu'à des fréquences autour de 100 GHz, on chauffe généralement juste l'épiderme, mais c'est ça qui donne les sensations de chaleur. La 5G se rend à 100 GHz? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des plans pour faire ça, mais actuellement, les gens pensent plutôt aux 25 GHz puis du 60. OK. Mais le problème pour l'industrie, c'est que ces fréquences-là ont tendance à chauffer beaucoup les tissus superficiels. Donc, ça outrepasse les limites qu'ils s'étaient données auparavant. Donc, ils sont déjà très élevés? Qui sont déjà très élevés, donc ils sont obligés de les changer pour accommoder. Mais ils ont fait ça à répétition dans le passé. Quand ils se sont rendus compte que les cellulaires chauffaient les oreilles beaucoup plus que le standard, ils ont reclassifié les oreilles dans une autre classification. Et ils ont toujours considéré que les bras et les mains qui devaient toucher à des objets en industrie étaient plus tolérants à la chaleur que le reste du corps. Fait qu'ils ont changé les normes? Oui, ils ont dit, bon, bien, les oreilles, c'est comme des mains. Alors qu'avant, c'était considéré comme partie de la tête. En d'autres termes, le vrai message, c'est que l'industrie change les standards pour accommoder leurs équipements. Et ce n'est pas déterminé par la santé humaine. L'humain n'a pas augmenté depuis quelques années de 2 fois sa tolérance à la chaleur. Donc, ça va être une décision arbitraire. Ils vont dire, bon, on avait des limites de sécurité pour nous permettre de faire ça. Et ils vont baratiner autour, mais ils vont réussir quand même parce qu'ils ont les politiciens dans leur poche. On peut-tu rétrograder un développement, prendre la 5G et arriver avec quelqu'un qui se tient debout et dire non, on s'en va pas dans le bon sens, puis on revient vers la fibre optique qui est le problème, 100 000 fois plus rapide? Oui, mais le problème, vous savez, c'est qu'une fois qu'ils ont implanté des tours, puis qu'ils sont installés, puis qu'ils sont fonctionnels, c'est plus difficile pour un politicien de leur dire « enlevez ça ». Bien, en réalité, ça a été déjà fait par la ville de Hudson vis-à-vis des pesticides. À un moment donné, ils ont dit « nous, on pense que ce que vous permettez, on n'est pas d'accord. » Puis ils se sont tenus debout, puis ils ont gagné finalement. Ils ont fait changer la loi au Québec. En d'autres termes, quand vous vous tenez debout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous ne faites rien, vous êtes la victime. Ça prend des politiciens solides, ça, hein? Qui peuvent tenir... Non, mais il faut faut faire face à l'industrie, là. Les politiciens, dans le fond, ils vont... J'ai eu une belle conversation avec Hunter Biden. Vous connaissez, lui? Ça, c'est le fils de Biden. Oui, c'est ça. Biden qui se présente à la présidence des États-Unis. C'est ça, lui. Je l'ai rencontré à Washington. Puis on lui a tout expliqué le problème. Il dit, je comprends tout à fait votre problème. Je comprends très bien votre problème. Il a dit, nous, les politiciens, on ne peut rien faire. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ça vienne de la population. Quand la population va dire « on n'en veut pas », ça va être fini. Puis l'industrie va comprendre également, ils vont se mettre à vendre de la fibre optique. De toute façon... Il faut que ça vienne d'en bas. Il faudrait que le monde se choque. Il faudrait que le monde se choque. En d'autres termes, de toute façon, l'industrie va vous la vendre, la fibre optique, quand ils ne pourront plus vous vendre de cellulaire. Ils vont dire « ah, bien, maintenant, on a quelque chose de très bon à vous vendre, à vous offrir. » C'est beaucoup mieux. Ah oui? Bien, ils sont là pour vendre.
À mon avis, moi, l'industrie, on ne devrait pas nécessairement... Ben oui, mais là, on parle de la santé, Doc. Oui, les développements techniques n'ont pas nécessairement un seul visage. On n'est pas obligé de prendre ce que l'industrie nous offre immédiatement et à croire leurs experts quand ils vous disent c'est ça qu'il y a de mieux. On peut discuter avec eux, on peut leur poser des questions, on peut leur demander s'ils ont fait des études. Puis s'ils n'en ont pas fait, puis qu'ils sont suspects dans leurs affirmations, on peut faire une commission d'enquête, comme ils ont fait dans l'État du New Hampshire relativement à la 5G. Avant de l'implanter, ils ont dit on va faire un comité, puis on va voir, on va étudier. Il y a plusieurs États qui ont oui, je pense que vous avez nommé tout à l'heure l'Italie. Il y a une centaine de villes qui ont refusé la 5G. Carrément refusé. Oui. Moi, ce qu'ils ont fait, ils sont levés debout et ils ont dit non. Bien, c'est parce qu'ils ont une histoire relativement ancienne vis-à-vis des ondes électromagnétiques, en grande partie à cause du Vatican. Le Vatican s'est fait prendre... J'aimerais ça qu'on finisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Parlez-nous du Vatican. Bien, Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait qu'ils ont enlevé? Allez-y, allez-y. Bon, le Vatican est très motivé de propager son message religieux à travers la planète. Et donc, pour faire ça, ils avaient installé des antennes extrêmement substantielles. Il y en a même une en forme de croix, très jolie. Mais c'est des antennes qui sont très, très grandes et qui sont même orientables. On peut déplacer ces antennes-là suivant qu'on veut s'adresser à différents moments du jour, à différentes parties de la planète. Okay. Malheureusement, les villages autour de ces antennes-là, qui étaient à une relative proximité de ces antennes-là, des gens qui se doutaient absolument de rien, ont connu des taux de leucémie de 7 fois plus élevés qu'ailleurs. En d'autres termes, ce n'est pas des choses qui sont faciles à cacher. Mais on a sur film un représentant du Vatican qui dit « Vous mourrez de la leucémie. Prouvez que c'est de notre faute. » Mais ultimement, ils ont vu clair. Ils ont compris que c'était ça. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils réduisent les expositions, puis ils en ont détruit certaines de ces antennes-là. Le Vatican s'est autodétruit? Oui, oui. On a même des vidéos des tours qui tombent. Est-ce qu'on va avoir le courage de faire ça? Ce serait beaucoup mieux de ne pas les installer, d'installer un système supérieur basé sur la fibre optique. Vous y croyez, la fibre optique? Hein? Oui. Et si des individus veulent installer du Wi-Fi dans leur maison plutôt que des connexions câblées, s'ils veulent s'irradier eux-mêmes, ils ont le droit. Un peu comme ils ont le droit de fumer. Vous voulez détruire votre santé, faites-le. Mais imposez pas cette condition-là à votre voisin qui est électrosensible, qui ne peut absolument pas tolérer ces choses-là. Quand vous allumez votre cellulaire dans votre maison, vous voyez les Wi-Fi de 8 de vos voisins. C'est pas normal, ça. C'est une invasion de votre domicile par l'irradiation des autres. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça? Je l'aime, cette question-là. Doc, Paul Héroux, moi, là, j'ai une dernière. Oui. Nous faites-vous la promesse, pas à court terme. On va finir le dossier du COVID-19. Mm-hmm. Il va se passer quelque chose, là. Après la COVID-19, il va y avoir eu le déploiement de la 5G du fameux arrondissement Ville-Marie à Montréal. On va avoir des statistiques, on va avoir des réactions, on va avoir quelque chose, je pense. Si je vous disais d'avance, on va vous réinviter, peut-être pas cette année, mais l'an prochain, peut-être qu'on aurait déjà d'autres choses à discuter. Qui sait, qui sait. Vous savez, si vous augmentez la radiation électromagnétique à un endroit, bien, les gens électrosensibles vont le ressentir immédiatement. Bon, c'était ça. Ils vont s'en aller. Les gens... Bien, les gens le sentent. Les gens électrosensibles, ils sont malades. Écoutez, j'ai reçu un appel... Vous invitez plus vite que prévu. J'ai reçu un appel il y a à peu près 3 jours d'une électrosensible qui m'appelle et qui dit « Docteur Héroux, j'ai des données à vous présenter. » Elle dit « J'étais en train de me suicider. Je me suis ouvert les veines, puis je pensais réussir ma mort parce que j'ai de l'expertise en sciences vétérinaires, j'ai déjà travaillé là-dedans. Mais elle a dit, j'ai pas réussi à mourir parce que mon sang coagulait beaucoup trop vite à mesure que j'ouvrais mes carotides, mes fémorales, puis mes poignets.
En d'autres termes, je n'ai pas réussi à me suicider moi-même, qu'elle a dit. Elle a dit, je vous dis ça parce que cette coagulation-là est vraiment anormale. Elle dit, est-ce que ça pourrait servir à des investigations futures? En d'autres termes, les électrosensibles, ce n'est pas un mythe. C'est des gens réels qui peuvent se suicider, qui souffrent, puis qui sont obligés de s'expatrier. Ça existe. Bien, il y a le film Prison sans barreaux qui en présente quelques-uns. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de la vie de ces gens-là? On pourrait avoir des télécommunications parfaitement sanitaires et supérieures si seulement on pouvait voir la réalité. Hey, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Avez-vous quelque chose en terminant pour dire un message à passer qui... Je pense que vous démontrez votre point, que vous n'êtes pas trop pour la 5G, hein? Effectivement. Je ne suis pas contre la technologie. Je suis très favorable au fait que les compagnies de télécommunications fassent de l'argent. Le commerce, c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour l'industrie, mais on devrait tenir compte des humains qui sont impliqués. Et on ne devrait pas les ignorer. Et de délibérément les ignorer, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, le professeur Bellepomme appelle ça un crime contre l'humanité. À ce point-là. Hein? Hey, ça m'a fait plaisir. Doc, avez-vous eu du plaisir? On ne vous a pas ennuyé? Oui. Ça a été... Tant mieux. Oui. Ça a été agréable. Et soyez assurés qu'on vous réinvite. On va essayer de vous avoir peut-être l'an prochain, mais de la façon que vous me parlez, ça va vite. Le déploiement de ça, là, une fois que c'est déployé, on va avoir une réaction rapide. Mm-hmm. C'était le docteur Paul Héroux. C'est tellement... Je ne le regrette pas, ça a été agréable. Merci tout le monde. On se revoit mardi prochain. Salut!